mercredi 18 décembre. Yarana, merci d'avoir choisi la première. À la une de l'actualité de ce mercredi, la solidarité polynésienne au chevet des sinistrés du Vanuatu. Le pays envisage une aide de 5 millions de francs pacifiques. Les pompiers sont aussi prêts à être déployés. Un Polynésien vivant sur place témoigne dans ce journal. Comment baisser les coûts des matériaux de construction pour soutenir les ménages? La commission d'enquête recommande de favoriser la production locale dans les politiques publiques. Les explications dans un instant. La zone biomarine de Faratea accueillera dès l'an prochain ses premiers locataires. Nous irons à la rencontre de Moirani Le Hartel, éleveur de bénitiers pour l'aquariophilie. C'est un des sujets que nous aborderons avec notre invité, le ministre de l'Agriculture et des Ressources marines, Eivini Teai. Et l'histoire se termine bien pour Yona, une tortue recueillie en octobre dernier au centre de soins de Temanautomoana, une association de bénévoles qui célèbre ses 20 ans d'existence. Élan de solidarité en Polynésie pour les habitants du Vanuatu, où l'état d'urgence est décrété. 5 millions de francs d'aide sont envisagés par le gouvernement pour ce pays. Et pour Mayotte, le Tapura Huiratira appelle les pompiers à se mobiliser. Sur place, la situation reste difficile et 15 personnes ont perdu la vie. Les explications de Nicolas Suire. Le Vanuatu ébranlé par un tremblement de terre hier à 12h47. Le centre-ville est fortement touché. Au moins un bâtiment s'est complètement effondré et de nombreux autres sont fissurés. Une situation peut-être pire sur la zone de l'épicentre à 30 km de la capitale. Ça bougeait comme si nous étions sur un navire. Pas moyen de rester debout. Tout le monde est tombé à terre. Et en fait, il y avait des grands bâtiments juste à côté, et donc c'était impressionnant de les voir bouger à tel point et le carrelage en fait se fissurait, les murs se fissuraient. Donc c'était assez impressionnant, assez choquant quand même. Les grands pays du Pacifique Sud se sont rapidement mobilisés. L'aide de notre État passera par la Nouvelle-Calédonie, mais la Polynésie française veut faire quelque chose. C'est Paris et c'est la Nouvelle-Calédonie et c'est les accords France qui sont en train d'être mis en action. Donc nous, à côté, on ne peut que regarder, mais je pense c'est insupportable. C'est insupportable parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Le président du pays annonce vouloir débloquer 5 millions de francs pour Mayotte et le Vanuatu. Mais cette aide financière doit passer par le vote d'une commission, puis en séance à l'Assemblée de Polynésie. Pas question d'affréter un bateau et de convoyer des denrées et du matériel. Vous savez, affréter le Te Tinui, rien que l'affrètement, ça coûte 20 millions. Voilà. Donc c'est en fait une fausse bonne idée. Il y a eu au Vanuatu à l'époque également des containers qui avaient été envoyés finalement sur place. Le contenu de ces containers ne correspondait pas aux besoins. Donc il a pourri sur place, il n'a pas été distribué. Les sapeurs-pompiers, eux, se disent prêts en cas d'appel. Sinon, moi, je suis prêt à partir, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, ça fait partie de ma mission aussi en tant que sapeur-pompier. Hein. L'eau et l'électricité sont rétablies par endroits au Vanuatu. Internet ne fonctionne pas, sauf pour ceux passant par Starlink. Le plus urgent est l'arrivée d'experts pour dégager les survivants des décombres et attester de la solidité des bâtiments encore debout. Je précise que le gouvernement a bel et bien acté une aide de 5 millions de francs pour le Vanuatu et 3 pour Mayotte. Rappelant aussi qu'en 2015, le gouvernement en place avait débloqué 10 millions de francs pacifiques d'aide pour le Vanuatu et avait acheminé plusieurs centaines de containers remplis de vêtements et de vivres. Et à Mayotte, les premières distributions alimentaires ont eu lieu sur l'île. Plus de 100 tonnes d'eau et de nourriture ont été distribuées ce mercredi avant l'arrivée par bateau jeudi de 180 tonnes supplémentaires. Le reportage des envoyés spéciaux de France 2 sur place. Après le cyclone Chido, Mayotte manque toujours de tout. Pour répondre aux besoins des sinistrés, 23 tonnes d'eau et de nourriture sont arrivées par avion. Elles sont distribuées dans ce centre sportif de Pamandzi. Ça fait plus de 2 heures de temps qu'on attend pour 2 bouteilles d'eau et 2 boîtes de conserve. C'est pas du tout assez parce qu'imaginez un peu quelqu'un qui a 2 ou 3 enfants à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est pas suffisant, mais c'est toujours ça. Ça nous soulage. Et il fallait se lever tôt pour espérer être approvisionné. Heure après heure, la file d'attente s'allonge. La plupart s'inquiètent car les quantités sont loin de pouvoir satisfaire les besoins de la commune.
c'est vraiment insuffisant. Et là, on est vraiment à un stade où la population, certains n'ont vraiment rien. Il va falloir qu'on fasse des priorités, malheureusement, et ça va être bien sûr, alors on va déjà s'appuyer avec le CCAS parce qu'on a les personnes âgées, les personnes malades, voilà, et après on va voir au fur et à mesure qui on va donner. L'aide s'organise, d'autres distributions devraient intervenir dans les prochains jours, surtout l'archipel. Et le bilan humain s'alourdit et s'établit à 31 morts selon les chiffres encore provisoires. Construire un logement sans devoir lourdement s'endetter est un vœu pieux en Polynésie. La faute en partie au coût des matériaux de construction. Il flambe de 26% depuis 2020, année de crise due au coronavirus. Pour pallier cette flambée des prix, la production locale pourrait-elle être une solution? C'est en tout cas ce que recommande la commission d'enquête sur l'immobilier créée à l'Assemblée. Heidi Yancourt, Heina Djarian et Dylan Fels vous donnent quelques explications. Construire reste pour beaucoup un rêve. En cause les coûts des matériaux. Pour un phare OPH, ils ont augmenté de 50% en 4 ans. Après la pénurie au sortir du Covid et la reprise des chantiers dans le monde entier, leurs prix ont explosé, y compris pour le transport. En Polynésie, les contraintes sont doubles, car plus de 80% des matériaux sont importés. Chaque année, ce sont 16 000 tonnes de ciment qui arrivent sur le territoire, par exemple. Pour moi, 2 préconisations importantes qui ont été faites. La première, c'est de maintenir un système de prise en charge des matériaux de construction dans les îles pour permettre à ce que quand tu achètes du bois, du gravier, du parpaing, de la peinture à Tahiti, il faut que le prix soit le même lorsque tu habites dans les îles. Il y a aussi la question de la marge qui est prise par certains commerçants alors qu'ils sont exonérés de fiscalité à l'importation. Autre solution, revoir le code des mines pour ouvrir de nouvelles exploitations pour des agrégats, augmenter la production locale d'autres matériaux, mais aussi revoir le calcul des droits d'entrée, comme le souligne le ministre. L'idée, c'est donc d'exclure de la base de taxation ici chez nous le prix du fret et de l'assurance, et l'assurance aussi les conteneurs et tout. Produire plus, c'est ce que veut faire la scierie de Papara, qui n'emploie que de la main-d'œuvre locale et du bois de nos îles. Mais les coûts d'exploitation sont aujourd'hui un frein, d'autant qu'après le Covid, le gouvernement Fritsch avait supprimé les taxes sur le bois importé. La seule manière d'avaler ces coûts, c'est d'augmenter la production. Donc il faut qu'on fasse des volumes plus importants pour tempérer ces coûts. Et donc aujourd'hui, nous, on continue à investir pour augmenter la production en bois local. Voilà. Et puis quand on achète des planches de pin de Polynésie, c'est 100% de l'argent qui reste à Tahiti ou dans la Polynésie. Si on voit que les prix importés sont beaucoup moins chers que ce qui est produit localement, il faut qu'on active cette taxe qui est le moyen pour qu'il soit à égalité de concurrence à des prix comparables. Au final, le rapport met en lumière des chantiers entiers de production locale qui doivent être développés et soutenus comme la scierie de Papara. Mais surtout, il relève les taxes perçues par le pays grâce aux droits d'entrée. Finalement, l'inflation a aidé le pays à avoir encore plus de recettes. Et c'est pour ça que nous demandons que le gouvernement fasse un effort pour ramener ces recettes à notre population. Le ministre a promis un toilettage de la fiscalité dans le courant de l'année prochaine en ce sens, en espérant que ça ne reste pas qu'un vœu sur la liste du Père Noël. C'est un projet ambitieux et unique inauguré en février 2023 à celui de la zone biomarine de Faratea de 33 hectares. Il regroupe 7 investisseurs privés polynésiens répartis sur 8 parcelles. Parmi eux, Moirani Le Hartel, éleveur de bénitiers depuis 2021. Aruhotu, nom de baptême de la zone biomarine, lui permettra de multiplier sa production par 10. Rencontre signée Heina Djarian et Dylan Fels. Ces bénitiers, Moirani s'en occupe comme de ses propres enfants. Ici, à Papara, il possède une trentaine de bassins aménagés spécialement pour le bien-être de ses animaux. Un savoir-faire transmis par son père. On récupère donc des géniteurs, c'est-à-dire des gros bénitiers qui sont dans le lagon. Ensuite, à partir de là, on provoque la ponte. Et on récupère les œufs, on les féconde et après on élève le bénitier qui est quand même assez petit à sa naissance. Il mesure à peine quelques centaines de microns. Ce jeune entrepreneur s'est lancé en 2010. Aujourd'hui, il possède plus de 100 000 bénitiers destinés à la vente, en grande partie pour la décoration d'aquariums. S'il a monté son entreprise, c'est avant tout pour préserver la biodiversité.
Moi j'ai grandi ici, j'ai vu l'évolution du lagon en Polynésie, particulièrement sur Tahiti où il y a de moins en moins de bénitiers et de poissons. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de me tourner vers les métiers de l'aquaculture comme alternative à la pêche. À Faratea, les coups de pelleteuse rythment l'avancée des travaux. Crevettes, huîtres de roche ou encore roris sont les animaux destinés à l'élevage. L'objectif est clair, développer un pôle aquacole pour augmenter l'autonomie alimentaire au Fénoua. Il faut savoir que le développement de l'aquaculture en Polynésie, depuis de nombreuses années, il a du mal à vraiment prendre son essor et c'est en partie à cause d'une problématique d'accès au foncier et notamment du foncier en bord de mer. Là, on est en face de la zone est du chantier. Donc, on voit notamment les grandes parcelles de roris et de crevettes en face de nous. Et on voit aussi le tracé de la voirie qui va desservir le lotissement in fine. Coût total des travaux, plus de 3,6 milliards de francs. Avec ce projet, le pays espère pouvoir doubler, voire tripler la production aquacole d'animaux en Polynésie. Et les copraculteurs l'attendaient depuis longtemps. L'augmentation du prix du copra, revu à la hausse en août dernier, il passera de 155 à 165 francs le kilo dès le 1er janvier 2025. Un coup de pouce du gouvernement pour soutenir les habitants des îles, particulièrement ceux des Tuamotu et des Marquises, principaux producteurs. Il profitera à 5000 artisans. On en parle avec notre invité, Vinit Ey, Monsieur le ministre Yorana. Merci d'être sur la première ce soir. Le prix du copra augmente donc de 5 francs. Pourtant, malgré l'augmentation du prix, c'est un constat qui a été fait déjà par le passé. La production n'augmente pas, bien au contraire. Pourquoi continuer à soutenir la production du copra? Parce qu'il est important d'abord de continuer à favoriser l'installation des Polynésiens dans les îles. Donc c'est une mesure incitative. C'est une mesure en fait pour également soutenir le pouvoir d'achat de nos copraculteurs. On sait que c'est un travail qui est très pénible et ça fait partie d'une des raisons de la diminution du tonnage qui est reçu à l'huilerie de Tahiti. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs, notamment l'exode de nos jeunes vers justement Tahiti, le vieillissement de la population au niveau agricole. Il existe beaucoup d'autres filières de valorisation de la filière cocotier, notamment le papehari, le lait de coco, le mitihoué, qui prennent justement des parts de marché, en tout cas de l'exploitation. Pour le gouvernement, il est important de soutenir cette filière copra d'abord par rapport au pouvoir d'achat de nos familles qui sont dans les îles, mais également parce que l'huilerie de Tahiti génère ensuite une production, notamment la production d'huile de copra raffinée, qui est importante pour nos industriels du Moneuil d'appellation d'origine. Et même si la production baisse, est-ce que ce n'est pas un petit peu de l'argent qui est, je ne dirais pas jeté par les fenêtres, mais qui pourrait être redirigé vers d'autres actions? Non. La production baisse en effet par d'abord une exode. Il y a beaucoup moins de main-d'œuvre dans nos familles, dans les îles, pour pouvoir justement faire ces campagnes de copra. Et du coup, on s'aperçoit que certaines cocoteries ne sont pas entretenues. Et ça rend encore plus difficile le travail d'aller chercher du copra. Donc le gouvernement souhaite et veut maintenir cette filière. Il faut savoir que l'huilerie produit le tonnage qui a été reçu par l'huilerie en copra avoisine les 7000 tonnes. Sur ces 7000 tonnes, on produit à peu près 4500, 5000 tonnes d'huile de copra brute. Cette huile de copra est vendue en métropole sur un acheteur unique et la finalité de cette huile de copra, à partir du moment où c'est du copra première catégorie, c'est pour l'industrie agroalimentaire, pour avoir le crunchy, le croustillant des biscuits. Une des possibilités, ça serait que finalement, cette huile, plutôt que de l'exporter, on la valorise, on la raffine et on l'utilise ici en Polynésie. Donc il est important de maintenir cette filière de la copraculture. Et aujourd'hui, vous faites appel aussi aux propriétaires privés pour disposer de foncier. Comment est-ce qu'on fait quand plus de 50% des terres privées en Polynésie sont en indivision? Ça fait partie d'une des mesures pour lesquelles je m'en suis
été le porte-parole, notamment lors de mes déplacements du congrès du secteur primaire. Donc c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée en juin de cette année. Les arrêtés d'application ont été validés par le Conseil des ministres il y a 2 semaines, mercredi 4 décembre, qui nous permet maintenant d'avoir un moyen juridique, législatif, pour faire que nos familles qui possèdent justement des terres, mais qui sont dans l'indivis, se posent ensemble autour d'une table, décident du devenir de leurs terres. Le gouvernement propose justement que ce devenir de leurs terres soit à finalité agricole, pour justement un développement du secteur primaire et sur cette feuille de route, cette volonté que nous avons tous d'une sécurité alimentaire. Et vous pensez que cela peut-être permettra de régler déjà les problèmes d'indivision, mais surtout de soutenir la filière Tout à fait. agriculture. Ça nous permettra d'être plus réactifs au niveau de l'administration pour développer, pour mettre en œuvre des terres sur un développement agricole. L'objectif, c'est de pouvoir atteindre une superficie d'au moins 300 hectares dans les 5 ans qui viennent. Merci beaucoup, Merci pour toutes ces précisions. Et la 3 mois, toujours en cours à Huahine. Après le volleyball hier et aujourd'hui, place aux épreuves de Tuaru Maohi, comme le Patiafa, un moment de respiration pour les jeunes gens de l'archipel, mais aussi de Tahiti et de Moorea. Une manière de mesurer leur force aussi face à des opposants d'autres îles. On écoute ces réactions recueillies par Oscar Teriopa. Au départ, on était censé venir que pour le volleyball, mais lors de l'ouverture, il y a eu le Tuaru Maohi, donc du coup on avait des filles qui souhaitaient y participer. On les avait inscrites pour Amu of A et Porteur de fruits. Là on est venu vingtaine, hein, et c'est la 3e année, hein, 3e année pour les 3 mois. Hein, et voilà, on est très contents là ici, hein, pour le Tuaru Maohi, voilà. Hein. C'est pour ça qu'on est là, hein, à Huahine. Hein. On est venu pour le Patiafa aussi, hein. Tous les Tuaru Maohi. À Mahina maintenant, les enfants du quartier Hitimhana ont pu profiter d'un repas de Noël grâce à des âmes charitables. Un couple d'habitants a décidé de leur offrir cet instant de partage et de gourmandise. Ce n'est pas la première fois, nous dit Annie au micro de Marcel Bonneau. Nous avons décidé, mon mari et moi, de faire un Noël avec nos amis pour ces petites familles qui vivent au seuil de la pauvreté. C'est un moment pour d'oublier un peu ce qu'ils vivent tous les jours. Oui, mais il ne faut pas oublier, ils sont heureux, hein. Ils sont très heureux, on les connaît depuis des années, hein. L'association Temana ou Temoana fête ses 20 ans. 20 ans à soigner les tortues marines et à sensibiliser les scolaires. Symboliquement, un jeune mâle a été relâché ce matin à Tahiti. Si ses missions n'ont pas changé en 2 décennies, son message de protection est désormais mieux entendu. Lucille Guichet, Mirko Info. Le retour à la mer après 2 mois de soins. La tortue verte Iona, équipée d'une balise Argos, est relâchée par Temana ou Temoana en présence de nombreux bénévoles et curieux. L'association célèbre aujourd'hui ses 20 ans, tout un symbole. Nous, en 20 ans, en Polynésie française, sur le sujet des tortues marines, c'est qu'il y a eu une très grande prise de conscience de la population, de l'état de santé globalement de la planète, mais particulièrement ici en Polynésie, de nos océans et de nos lagons. On parle beaucoup des coraux, on parle beaucoup de réchauffement climatique, du blanchissement de ces coraux. Mais pour nous, les tortues marines, c'est vraiment une espèce marine emblématique parce qu'elle fait le lien terre-mer. En 20 ans, l'association s'est aussi renforcée en moyens humains et matériels. Présente à Tahiti et Tetiaroa, elle recueille et soigne les tortues marines de Polynésie. Un peu plus tôt dans la matinée, Iona est préparée à son grand départ. Ce jeune mâle est arrivé mourant de Réo il y a 2 mois. Prise dans ce filet dérivant, sa carapace était grattée et infectée. Aujourd'hui guéri et équipé de sa balise, il fournira de précieuses informations scientifiques pendant 3 à 18 mois. C'est important pour nous, pour savoir si sa phase de réhabilitation a été un succès et si tout s'est bien passé, et surtout savoir qu'est-ce que cet individu va faire. En plus, le cas est très intéressant parce que c'est un jeune mâle, il est en phase de maturité sexuelle et on n'a aucune idée de ce qu'au fond les mâles tortues vertes maturent en Polynésie française.
En 20 ans, plus de 650 tortues marines ont été prises en charge par l'association et 140 000 enfants sensibilisés à leur protection. C'est la fin de cette édition. Nous retiendrons cette information pour ce mercredi. Le Conseil des ministres acte une aide de 5 millions de francs pacifiques pour le Vanuatu et 3 pour Mayotte. Encore faut-il que l'Assemblée valide. Une aide qui pourrait être reversée à la Croix-Rouge. De son côté, le Tapurahuir Atira appelle les pompiers à se mobiliser. Ils se disent prêts à décoller si cela était nécessaire. À la une de Tahiti Info demain, ce titre, les locations soumises à cotisation en 2025. Sur vos écrans ce soir, la série Jusqu'au bout du rêve d'abord, et puis les T-Rex, les Diplodocus et les Vélociraptors font la une du documentaire intitulé L'autre monde des dinosaures. Voilà, merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit et à demain. On se quitte sur ces images de la Noël de l'école du dimanche de M'Atea à M'Ouria, un mini-carnaval à la rencontre de ce quartier de l'île Sœur. Un jour, une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte quel sommeil en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet